Donc moi, je vais être un petit peu plus bref. Je ne vais pas vous parler de virus, d'hépatite et tout ça. Par contre, comme vous a dit Jean-Jacques, et ça c'est merveilleux, on a maintenant des traitements pour traiter l'hépatite C. Je me rappelle quand j'ai commencé il y a longtemps avec Didier Pillon qui était là avant, et qu'on avait avec l'interféron, la tolérance n'était pas la même et les résultats n'étaient pas vraiment les mêmes non plus. Et on arrêtait souvent les traitements parce que le patient se pointait avec une dépression carabinée, il fallait tout arrêter. Donc, merveilleux maintenant, ça marche fantastiquement bien. Mais quel est l'impact de l'addiction sur les hépatites B et C? Parce que comme tu l'as dit, oui, on guérit, mais ils peuvent se réinfester dans la foulée. S'ils ne changent pas leur mode, de, leur comportement, les modifications. Alors, je n'ai pas fait de petit quiz. En plus, ça fait un petit peu du texte. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que l'addiction est une maladie ou pas? Ah, c'est merveilleux. Non, ce que je vous dis, qu'il y a quand même des patients qui me disent que non, quoi. Hein. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, on appelle ça une maladie biopsychosociale, parce qu'on va intervenir vraiment sur les différentes sphères de la vie. Hein, et il va falloir prendre en charge toutes ces dimensions, à la fois les dimensions biologiques, puisqu'on va avoir une altération au niveau du fonctionnement cérébral, qui est maintenant bien montré, hein, notamment au niveau des circuits de la récompense et du plaisir, au niveau du lobe frontal qui va être perturbé, au niveau de l'analyse des ressentis, des émotions dont on ne va plus être capable, et du coup, on ne va pas pouvoir apporter de réponse à ce moment-là. Hein, c'est-à-dire qu'on peut les ressentir. Souvent, l'addiction, c'est plus un symptôme. C'est-à-dire qu'on peut les ressentir une espèce de mal-être sans avoir, allez, sans pouvoir vraiment définir une émotion précise, et encore moins la cause de cette émotion. À partir de là, vous n'allez pas pouvoir agir pour le faire correctement. Ce que vous faites tout à fait naturellement, que vous n'êtes pas addict. Hein, c'est-à-dire que, voilà, vous avez un organe qui va capter ce mal-être, de la transférer ça sur le lobe frontal. À partir du lobe frontal, vous allez avoir une analyse d'un ressenti passé à une émotion, de l'émotion, aller fouiller un petit peu plus loin pour trouver la cause de l'émotion, donc légitimer l'émotion. À partir du moment où on légitimise l'émotion, c'est bon, déjà on est rassuré, c'est normal que je ressente ça, vu ce que je viens de vivre. Et là, puis, on passe sur l'autre lobe, mise en action, et c'est je décide quoi faire pour être mieux. Je consomme une substance psychoactive, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est important, c'est que ça soit de l'alcool, du tabac, de la cocaïne, ce que vous voulez, peu importe, vous allez avoir le même système, c'est blocage de ce transfert vers le lobe frontal. À partir de là, c'est plus de possibilité d'analyse de votre mal-être, donc de trouver l'émotion, encore moins de trouver la cause, et vous vous retrouvez avec je suis pas bien. Et je suis pas bien, je supporte pas. Le cerveau, il est quand même là pour nous mettre en premier au mieux possible. C'est son rôle. Le reste, il verra après. Hein, les conséquences néfastes et tout ça, on verra plus tard. Le but, c'est sur l'instant T, il faut que je sois mieux. Et il va avoir cette capacité, on appelle ça plasticité neuronale, c'est chose que vous ne connaissez pas encore il y a 20 ans, hein, dans différents domaines, où on va avoir carrément un circuit, un nouveau circuit neuronal qu'on n'avait pas à la naissance, qui va se créer de toutes pièces. C'est-à-dire qu'il va aller fouiller par ce qui lui reste, autrement dit, nos souvenirs. Est-ce qu'à un moment dans ma vie, j'ai déjà vécu un tel état de mal-être? Bon, forcément, la vie ne tend pas à n'importe qui, enfin, je sais pas, peut-être que pour certains, oui. Il va trouver ce moment-là. Et si par malheur pour moi, à ce moment-là, au moment de ce mal-être, j'ai consommé de substances psychoactives, en particulier l'alcool, parce que c'est une des addictions les plus importantes, hein, c'est 10% de la population française, hein, ce qui est quand même énorme. Il y a une consommation excessive, voire addiction. D'accord? Vu les propriétés de la molécule éthanol, automatiquement, ça va être des inhibitions, anxiolyse, je fais baisser la pression, autrement dit, je pars dans ma lettre, je me retrouve mieux. Qu'est-ce que dit le cerveau? Problème ou solution? Il va dire solution. Il va l'intégrer comme une solution à chaque fois que je me ressentirai, que je me retrouverai dans un tel état. Et il va créer une véritable voie neurologique. Dans le premier schéma, quand je ne suis pas addict, en passant par mes voies naturelles, c'est moi qui décide. Je suis acteur de ma vie, je prends mes décisions. Dans le deuxième modèle, quand mes voies sont bloquées et que cette nouvelle voie neurologique s'est mise en place, et bien là, je ne décide plus rien, je subis. C'est mon cerveau qui me dit, prends, pas pour me détruire, hein. Je n'ai pas envie de mourir, prends pour être mieux, sur l'instant. Sauf qu'il dit, après, le reste, je gérerai.
Donc le reste, il ne va rien gérer du tout derrière. Petit problème, c'est qu'une fois que cette voie neurologique, elle, s'est créée, elle ne se détruit jamais. C'est une voie que vous avez à vie. C'est pour ça qu'on appelle ça une maladie chronique. On guérit l'hépatite C, on ne guérit pas de l'addiction. Autrement dit, dès que vous allez... Par contre, c'est quand même une bonne nouvelle, sinon je ne serais pas là, je serais en train de faire autre chose. C'est qu'on peut désactiver cette voie qui s'est créée. Hein. Et il va falloir là encore une fois agir sur la dimension biologique dont on vient de parler, sur la dimension psychologique, puisque l'addiction, c'est un symptôme, hein, c'est le symptôme d'une souffrance. On va prendre un produit, quel qu'il soit, en réponse à une souffrance, pour pouvoir être un peu mieux. Je ne vous dis pas bien, déjà pour pouvoir être mieux, pour pouvoir supporter et fonctionner au quotidien. Donc il va falloir décortiquer toute cette partie psychologique et savoir exactement là où les fonctions que va avoir le produit. C'est ce qui va être la partie la plus compliquée et qui va nécessiter bien sûr une prise en charge pluridisciplinaire et au long cours. Je suis pas sur 8 ou 12 semaines de traitement. Quand je prends un patient en charge, je dis tout de suite d'entrée de jeu, c'est on part sur 1, 2, 3 ans de suivi, au minimum. Bon, pour une bonne partie, ça marche, pour d'autres, ça marche un peu moins bien. La rechute, bien sûr. Alors, il y avait, souvent, on me disait, la rechute fait partie du processus. Quand on dit ça, j'ai presque l'impression de donner l'autorisation au patient de reconsommer. Donc, non, la rechute peut être un moment, effectivement, du processus, mais pas fait partie du processus. Là aussi, les mots sont importants, la sémantique est importante. Il va falloir reprendre les mots du patient et s'assurer qu'il ait bien compris tout ça. D'accord? Quand il y a une rechute, on va la reprendre. C'est simplement qu'il y a une des dimensions psychologiques, la plupart du temps, qui n'a pas été encore déterminée. Donc, il va falloir analyser les conditions de la rechute, à quel moment, comment, qu'est-ce que vivait le patient à ce moment-là. Il y a peut-être encore un petit détail qu'on n'avait pas vu, mais on va continuer à travailler là-dessus et avancer. Il ne faut pas ni la stigmatiser, ni la banaliser. Hein. Oh, j'ai rejeté 3 jours, c'est pas grave. Non, j'ai rejeté 3 jours, c'est qu'il y a encore un truc qu'on n'a pas vu. Donc là, on bosse dessus. Si on la banalise, ben, des 3 jours, et ben, 15 jours qui passent bien, et puis ça va être de nouveau 4 jours, puis 5, et puis hop, on va partir, et ça va être de nouveau la catastrophe. En tout cas pour le patient. Hein, parce que ça va être une série de pertes petit à petit, des pertes qui vont être dans tous les domaines, jusqu'à un patient qui va, les pertes seront globales, il va devenir transparent, il n'existera plus. C'est là où vous voyez les patients qui ne se lavent plus, qui sont en total état d'incurie, ne pensent plus, enfin, ils n'existent plus. L'estime, la confiance, des choses comme ça, c'est même pas la peine d'en parler. Ils ont des mots extrêmement crus en parlant d'eux. Hein. Je suis une merde, voilà le terme qui me parle. Là, j'ai animé un groupe de patients cet après-midi. C'est dommage, j'ai pas pris des photos, mais de tête. Où c'est que j'ai mis mes lunettes? Ah, quand je les ai pas sur le nez, je les trouve pas. C'est très embêtant. En gros, quand j'anime ce groupe-là, là, j'en ai eu plusieurs, mais quand j'anime celui-là, j'essaie de faire quelque chose d'assez interactif parce que là, passer les diapos, c'est pour ça que mes diapos, j'en ai mis 5, mais bon, parce qu'on m'a dit qu'on diaporama, alors on va chercher un. Hein. J'avais pas l'habitude de travailler avec ça. Je travaille plutôt en interaction avec les patients, et c'est pareil avec vous. Je leur mets addiction, dépendance produit, et je leur dis tout ce qui vous passe par la tête. Et je vais mettre les mots exacts des patients, parce que quand vous mettez isolement ou solitude, pour un, ça va signifier une chose, pour un autre, une autre chose. À chaque fois, si j'ai à faire préciser, je vais reformuler en utilisant les mots des patients. Je vais vous donner le premier mot qu'ils m'ont donné cet après-midi, là, hein, voilà, pendant le groupe, non-liberté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Non-liberté. Alors, subir. Je vous passe viol. En parenthèse, là, j'ai été à la petite dame. On parlera un petit peu après. Traumatisme, ça vous convient? Oui, on va mettre traumatisme. Souffrance, s'oublier. Donc, c'est là où on commence vraiment à aller un petit peu plus loin. Hein. Jugement de l'autre, incompréhension de l'autre, perte d'estime de soi, perte de confiance, plus d'image, ne plus exister. Voilà ce que disent les patients quand ils me parlent d'addiction. Ben, je plombe un petit peu, je suis désolé. Hein. Isolement, repli sur soi, plus envie d'eux. Alors, le plus envie d'eux, ce qu'il faut savoir, c'est si est-ce que c'est le produit qui a entraîné la dépression ou est-ce que c'est une dépression sous-jacente et le produit, il a réactivé. Là, ça va dans les deux sens.
Pour que je sache, il faut d'abord que j'enlève le produit, que je vois comment est le patient, qu'il tienne un petit moment, et voir si je veux un antidépresseur ou pas, hein. C'est une pathologie duale, pardon, et il faut absolument traiter de façon pluridisciplinaire et avec ton collègue psychiatre. Ça, c'est hyper, hyper important. Et puis après, on passe sur cette fameuse dimension psychologique, et puis je leur dis, mais ça vous sert à quoi? Vous le prenez pourquoi ce truc-là? Et ils me disent, non, ben alors, je sais vraiment pourquoi je le prends. Et puis il y en a un qui me dit, pour oublier. Ça, c'est ce qui m'a dit viol au départ. Plus toute la série de traumatismes, parce que Zola, à côté, c'est de la rigolade, hein. J'en ai lu quelques-uns parce qu'on m'a obligé à les lire. C'est pas un passionné de Zola, hein. Désolé. J'en ai lu d'autres quand même, hein. Je suis pas. Voilà. J'aime bien le mot dessiné aussi. Mais oublier, c'est oublier ce que j'ai vécu et oublier. Enfin, parce qu'en plus, je suis victime. Souvent, je retrouve des traumatismes dans l'enfance ou même des traumatismes à l'âge adulte où c'est de ma faute. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller, jusqu'où on peut détruire une personne. Et puis après, bon, on a le classique, ça me permet de gérer mes émotions, mon anxiété, ça me permet de gérer mon angoisse, ça facilite mon sommeil, ça facilite aussi mon lien social. Alors ça, on l'a fréquemment, et on l'a fréquemment chez nos ados. Hein, typiquement, vous avez les gamins, là, tout le monde s'amuse. Bon, il a deux potes, il y en a un qui l'entraînait là, il ne voulait surtout pas y être, hein. Le pauvre gamin, ça, vous avez tous vu ça. Je vous dis ça parce que c'est important, parce que plus on entre tôt en termes d'âge en contact avec le produit, plus le risque de développer une addiction par la suite est important. Et ça, c'est quelque chose qui est même démontré. Donc, il faut vraiment qu'on fasse de la prévention. Sachant que les préventions, c'est sur 3, 4 générations avant que ça commence à fonctionner, hein. Et là, le petit gamin, là, il est là, l'ado à sa soirée, tout le monde s'amuse, tout le monde s'éclate. Et puis lui, on va poser ça 30 secondes, hop, ce petit machin. Et puis plus ça va, plus le temps passe, plus il se sent pas bien. Et puis il se referme vraiment sur lui. Mais vous voyez quelqu'un de timide, vous allez voir que c'est vraiment ça, hein. C'est je me renferme, puis ça commence à transpirer un petit peu, ça commence à trembler un petit peu, j'ai des difficultés à respirer et ça va. Oula, ça va pas du tout là. Et puis il y a mon pote qui passe par là, tiens, hop, prends, je prends le verre, je sais pas ce qu'il y a dedans, hein, j'en ai aucune idée, de toute façon, je suis un petit peu dans les choux là, j'ai qu'une envie, c'est de me sauver en fait. J'ai tellement mal que j'ai envie de me sauver. Et puis il y avait de l'alcool dans ce verre. Je bois ça plus sec là, parce que de toute façon, voilà, je tremble, mais pas parce que je suis en manque, hein. Je tremble parce que je suis pas bien, hein. Et là, c'est mon premier contact avec l'alcool en plus. Alors, on va rajouter une couche, un premier contact avec l'alcool, donc une bombe dans le cerveau. 3 minutes, ça suffit. Et d'un coup, j'ai l'effet de la molécule. C'est fantastique. Désinhibant, confiance, je me sens fort, je me sens bien. Et surtout, pour la première fois de ma vie, depuis des années, je me sens enfin bien. Je suis en capacité de me lever. Je vais vers l'un, je vais vers l'autre, je discute. Enfin, je serais presque le roi de la fête. Qu'est-ce que me dit mon cerveau? Problème ou solution? Oui, il va me dire solution, il va l'intégrer. Il va l'intégrer complètement. Et c'est à partir de là, le mécanisme va se répéter parce que quel que soit le type de mal-être ou la situation dans laquelle cette personne va se trouver, on va aller fouiller dans les souvenirs, trouver cette solution qui est efficace. La preuve, ça a marché, hein, rapide. Ça va pas marcher demain, ça va marcher dans les 2 minutes, dans les 3 minutes. Et facile d'accès. Ça, c'est pour l'alcool, mais pour les autres produits, c'est à peu près pareil, hein. Si vous voulez la cocaïne, je vous donne des adresses, vous avez 2 kilomètres à faire, hein, partout. Moi, quand je rentre chez moi, je pars, il est 7h30, je rentre, il est 20h. Le mec, il est avec la bagnole, toujours au même endroit, hein. Tu t'arrêtes, marche ouverte. Faut montrer pognon avant quand même, hein. Enfin, pas dire clover la police, mais nous en savons plein de choses. Et du coup, voilà, je vais intégrer ce machin-là et ça va être extrêmement compliqué pour moi d'y renoncer par la suite parce que c'est une solution qui me permet de fonctionner au mieux au quotidien jusqu'à ce que les complications apparaissent. Les complications, elles vont apparaître sur plusieurs plans. D'une part, phénomène de tolérance, hein, je m'habitue au produit, donc pour avoir le même effet, je vais être obligé d'augmenter les quantités, pas pour avoir plus, juste le même. Et puis l'effet va être de plus en plus court, donc il va falloir que j'augmente également la fréquence des prises, et finalement, toute ma vie ne va plus tourner qu'autour de
il faut que j'ai le produit, la consommation, la descente, la remontée, l'anticipation. Est-ce que j'en ai pour demain, après-demain, dans les 2 heures qui suivent? Et toute ma vie ne va tourner qu'autour de ça. Et je vais vraiment être, quand on me dit non-liberté, c'est ça, c'est un emprisonnement. Donc il va falloir que le patient travaille sur toutes ces dimensions. Hein, donc c'est pour ça que dans la dépendance, dans l'addiction, il y a une triple dépendance. La dépendance physique, ça c'est de la rigolade. Hein, un sevrage physique en alcool, 5 à 7 jours, c'est réglé. Bon, sauf complications, accident de sevrage, mais c'est fait. C'est pas pour ça que j'ai soigné quoi que ce soit, c'est pas rien. C'est ce qu'on faisait avant, ce qu'on appelait les sevrages simples, 5 à 7 jours, quelques benzos, flou, on hydrate, des vitamines, ça permet de protéger un petit peu le système nerveux, aussi bien central que périphérique, et hop, ça marche. Et le patient rentre chez lui. Il rentre chez lui, il reconsomme. Ensuite, on avait la dimension, ce qu'on appelle la dépendance comportementale. Donc ça, c'est tout ce qui est rituel, automatisme, mécanisme. qu'on- Enfin, que vous pouvez vous imaginer assez bien avec le tabac. Je ne sais pas s'il y a des fumeurs parmi vous, s'il y en a qui l'ont été, par exemple. Typiquement, les fumeurs, c'est une question qu'on va poser également. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus des patients. Comme moi, quand j'ai commencé à prendre avec le docteur Debat à l'époque, 30 ans, ça, au moins, ça ne revenait pas. Oui, effectivement, hein. Typiquement, dans la région, c'était agriculteur, célibataire, vie chez maman, alcool. Bon, c'était assez facile à prendre en charge, donc sans déconner, c'était bien ça, hein. Bon, on ne lui trouvait pas une femme à tous les coups, mais globalement, on arrivait assez bien à avancer, quoi, hein. Aujourd'hui, on est passé sur des profils de polydiction. Bon, alcool, tabac, c'est systématique. Cannabis, c'est quasiment systématique. Les jeux, non, pas trop. Pas trop parce qu'on ne posait pas la question, hein. On pose la question, vous la trouvez chez 50% des patients. Et les mecs, ils s'y laissent 20, 30, 40 euros litre. C'est les petits trucs grattés là, hein, blanc. Vous rajoutez un paquet de clopes minimum, on va dire 2 chez mes patients, 12 euros le paquet, sympathique. Un petit peu d'alcool, effectivement, je ne paye pas le loyer à la fin du mois. J'ai quelques petits soucis de finances. Je me retrouve sans un surendettement, expulsion, ma femme se barre, mes gosses ne me parlent plus, j'ai plus de travail. Et puis en plus, je conduis sans permis. Et je me suis planté dans le fossé comme un crétin, et j'ai pas pu me tirer sortir avant. La police est passée par là. Ah, la totale. Ne rigolez pas, c'est ce que j'ai tous les jours, hein. Et vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui était inséré, qui avait tout ça, et qui d'un coup se retrouve SDF, CHRS, machin, tout le bazar. Ça va être un petit peu moins rigolo, là, et un petit peu moins ça. Donc, il va falloir qu'on bosse. C'est pour ça que cette prise en charge va être pluridisciplinaire. Si je travaille sur le versant simplement physique, mais que je ne m'occupe pas de tous ces problèmes psychologiques qu'il a pu avoir et des raisons pour lesquelles le produit est arrivé, ça ne marchera pas. Si je ne soucie pas non plus la dimension sociale, à savoir si le bonhomme, il n'a pas de. Enfin, le bonhomme, quand j'ai le bonhomme, j'ai de plus en plus de femmes qui arrivent aussi, hein. Les femmes arrivent maintenant parce qu'il y a un petit peu moins de tabous, elles osent un petit peu plus. Le regard de la société se modifie, mais gentiment. Enfin, on y va doucettement, hein, parce que celui qui prend sa petite cuite là, à la tête du village, il faut bien que jeunesse se passe. Quand c'est une dame, mon fils, tu ne me la ramènes pas à la maison, celle-là, hein. Ah bah oui, non, mais oui, on progresse, mais bon, il y a encore du boulot, hein. Il y a encore vraiment du chemin. Alors, pour peu que la dame soit enceinte, waouh, on voit quoi? Une femme, une future mère qui prend pas soin de son gamin. Alors là, terminé, hein. On n'en parle plus. Ça va être compliqué à prendre en charge. Et puis, on a également nos propres représentations. Quel est notre rapport, nous, vis-à-vis des produits? Quels sont quel est notre imaginaire vis-à-vis de quelqu'un qui consomme? Est-ce qu'on peut supporter ça? Est-ce qu'on peut voir ça? Qu'est-ce qu'on voit? La personne qui souffre de cette femme enceinte ou le bébé qu'elle met en danger, qu'elle va tuer? C'est un peu brutal. Mais j'ai vu certaines consultations. Non, ça se passe plus maintenant, enfin, je pense. Quand vous venez, que vous êtes une dame, que vous êtes enceinte, je vais accompagner donc ma femme pour mes différents enfants. Il y a un petit carnet à remplir, il y a tout un tas de trucs, des opérations, la chambre.
tous les renseignements dont on a besoin pour prendre en charge un patient. Et on arrive bien sûr sur le versant des toxiques. Donc il y a le tabac. Donc là, la question se pose assez facilement, assez naturellement. Et puis l'alcool. Quand j'ai accompagné ma femme, la question était sautée. Je me suis dit, bon, elle ne doit pas faire partie de ce carnet-là où la feuille a dû s'envoler. Ça doit être sûrement ça. Puis je suis retourné, j'ai vu deux, trois autres consultations, et puis j'ai eu une autre réponse. Et dites, madame, vous ne buvez pas, n'est-ce pas? Ah, non, docteur, je ne bois pas. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Mais c'est pas parce que c'est simplement à partir du moment où je suis mal à l'aise, moi, avec le produit, je ne vais pas pouvoir l'aborder avec l'autre. À partir du moment où les personnes fument, boivent, parce qu'on parle des drogues, mais tout est drogue, hein. Il y en a qui sont licites, d'autres illicites, c'est tout, hein. C'est la seule différence entre ces différents produits. Bien sûr, les conséquences somatiques que ça va impliquer ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais à partir du moment où je suis à l'aise avec ça, que dans mes questions, elles vont rester ouvertes, bien entendu, que je ne porte pas de jugement, j'ai un minimum d'empathie quand même, une neutralité. Et ça, c'est tout ce que j'ai entendu dans l'éducation thérapeutique, dans tout ce que vous avez fait. Je me suis rendu compte que je faisais de l'éducation thérapeutique. Merveille. À partir du moment où ces questions sont naturelles et viennent les unes à la suite des autres, le patient, il va vous répondre. Il n'y aura aucun problème. Et le truc, c'est surtout d'avoir une écoute. Pas simplement chantant, c'est j'écoute. Et ça, c'est hyper important. Il y a une grande différence entre l'un et l'autre. Hein? Ces patients, on ne les écoute pas, en fait. À l'extérieur, ils ne sont pas écoutés. En plus, ils n'osent pas dire, parce qu'il y a le regard de l'autre, il y a le jugement, il y a le regard de la société, tout simplement. Hein, un dérapage d'une fois, ça va, mais quand ça se rebondit, ça va un petit peu moins bien. Je vous rappelle quand même que l'alcool, c'est quand même le principal produit en France, hein, euh, c'est des millénaires. C'est inscrit dans nos gènes, c'est du culturel. Je pense que génétiquement, on a quelque chose qui est quand même inscrit chez nous, quoi. Un décès, c'est un verre. Un anniversaire, c'est un verre. Euh, je sais pas, moi, une communion, un machin, un truc. L'anniversaire de mariage de papy, mamie qui fête leurs 60 ans. Hein, je me rappelle de mes. Ça m'est arrivé dans ma famille. Hein. Les deux. Et mon aîné avait quoi, 12 ans. C'était les 50 ans de mariage des grands-parents. Allez, tu prendras bien une petite coupette. Elle n'a pas volé à travers le salon, mais c'était pas loin. J'ai piqué ma colère parce que quelquefois je suis un peu impulsif. Papy, mamie n'ont rien compris. Ma femme m'a dit, Eric, tu te calmes, je vais régler ça. Mais il pensait pas mal faire, quoi. C'est simplement une méconnaissance du mécanisme et des risques que ça peut engendrer après. En sachant que, bien entendu, on a tous une vulnérabilité. On n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même capacité à gérer nos émotions. Hein, ça s'apprend aussi, ce genre de choses. À prendre de la distance et tout ça. Donc, ça va énormément dépendre à la fois du patient, mais également de comment nous, on est avec ce patient. Plus on est à l'aise avec le produit, plus on est à l'aise avec le patient, les questions se passent toutes seules et le patient il va vous dire tout ce qui se passe. Il va vous dire ses traumatismes, ses machins, comment il consomme, et et après, vous pourrez poser des questions fermées si vous voulez plus loin. Parce que pour prendre en charge, il va falloir que je sache ce qu'il consomme, et savoir les autres produits aussi, parce qu'il n'y en a jamais qu'un, donc il faut que je sache un petit peu tout ça pour avoir des prises en charge thérapeutiques, il va falloir que j'aille un petit peu plus loin. Mais ça viendra qu'après. Au départ, c'est ce que vous faites tous au quotidien avec vos patients, c'est je crée un lien de confiance avec mon patient. C'est la base, de toute façon, c'est notre cœur de métier. Si je n'ai pas ce lien de confiance, quelle que soit la spécialité que j'ai dans le soin, oh, si tu n'arrives pas à l'avoir et que personne n'accroche, pas sûr qu'il. Si, comme tu l'as dit, qu'en 8 à 12 semaines, tu allais le guérir, il va peut-être prendre son traitement régulièrement, avoir une bonne observance. Et pour vous donner des exemples, en parlant d'éducation thérapeutique et de lien de confiance, sur des études qui remontent à 15 ans dans l'hypertension artérielle, l'observance était 30%. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas expliqué au patient pourquoi il fallait qu'il prenne son antihypertenseur. L'antibiotique dans l'angine, je m'en fous qu'il ait plus mal à la gorge. Pourquoi? Si on n'explique pas pourquoi il prend son antibiotique et pendant tant de jours, il va l'arrêter au bout de 2 jours, il sera bien. De Doliprane, un petit coup de cortico et je sais pas quoi, et c'est terminé. Si je lui explique après ses valves cardiaques, là, ça va mal se passer s'il ne prend pas son traitement correctement, il va peut-être le prendre.
Mais il va falloir que je prenne 2 minutes de plus. Mais ces 2 minutes de plus, de toute façon, je ne vais pas les mettre sur la consultation suivante. Je vais prendre le temps de lui expliquer. Et ça va être tout un tas de petits détails comme ça. Mais vous faites bien, hein. Euh, je rentre dans une chambre, je vois les patients, comme tous les matins quand je fais. J'ai fait le test, hein. Je m'assois ou je reste debout. Chronomètre en main, 3 minutes. Je m'assois. Bonjour monsieur, machin, la nuit, tout. Un petit coup sur l'épaule, je sais que oui, il n'en touche plus, mais je vous lave les mains, je vous promets, il y a toutes les solutions hydroalcooliques à la sortie. Non, je le fais vraiment en plus, hein. Je ne veulent pas, hein. J'ai un infectiologue là qui me regarde sérieusement. Ok, bon, attention. Ou je reste debout. Fin du tour, midi et demi, 13 heures, l'infirmière passe. Monsieur Triple, je te demande, tu ne l'as pas vu. Qu'est-ce que je suis resté debout? Affolant quand même, hein. Et je l'ai fait à plusieurs reprises. Et le moment où je suis resté 3 minutes, mais assis, mais de toute façon, c'est une discussion fantastique, quoi. Donc, ça va être à la fois ce que ma posture, mon non-verbal, il va beaucoup l'interpréter, hein, parce qu'il a pris l'habitude aussi qu'on interprète le sien et de cacher, hein. Et puis, comment moi je suis à l'aise avec ces problématiques. Plus je suis à l'aise, moins elles me dérangent, plus je vais les aborder facilement et naturellement, plus ça se passera correctement. Je suis sur une maladie également qui est une maladie qui est chronique. Bon, on parlait de la dimension sociale, et tu me disais, effectivement, j'ai entendu aussi aller vers, parce qu'on ne va pas les recruter à l'hôpital. Si je les recrute quand même à l'hôpital chez moi, parce que justement, ils ont cette problématique addictive, mais oui, il faut que j'aille les chercher à la sortie. Dépistage systématique pour tous les patients qui rentrent, hein. Euh, VHC, VHB, VIH, hein. Je suis en train voilà, pour la syphilis depuis quelques temps, là, de remettre ça aussi en place, parce qu'effectivement, ça fait son grand renfort. J'avais fait C'est Damien Bourg qui m'a montré ça il y a quelques années de ça, là. Il dit, tiens, vous avez une syphilis secondaire? Je dis, bah, j'ai jamais vu de syphilis secondaire. Donc, on va voir dans le service, le médecin. Il dit, bah, je présente monsieur. Et puis, moi, je me pointe, bah, bonjour, monsieur. La belle m'écouté. Il y en a qui me regarde, il dit, oh là 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 là. Bon, enfin, bref. Donc, je contrôle tout ça. Effectivement, marginalisation, isolement social. Donc, pour avoir des gens, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que ça touche, pardon, toutes les strates de la population, hein. C'est pas simplement, bon, effectivement, nos populations migrantes, oui, euh, bon, il y a tout un vécu qui s'est passé, plein de trucs qu'ils ont pu vivre, la guerre, les machins, les familles perdues, ils arrivent ici, ils ne parlent pas la langue, enfin, c'est un gros bazar. Euh, Plus le regard également de certaines personnes, etc., etc., hein, quand même qu'on les prenne en charge. Euh, du coup, bon, marginaliser automatiquement, isoler facilement, et il va falloir aller vers. Donc, ceux-là, on ne va pas toujours les retrouver à l'hôpital. Si, on va les retrouver au niveau de la PAS, du centre de santé publique, ça, c'est deux centres. Le CARUD va intervenir beaucoup, hein, parce que ils ont en première ligne, ils vont au-delà de ces populations. Moi, je les vois que après en lien avec ses partenaires. C'est à ce moment-là que je les vois. Mais ils s'isolent tout ça, parce qu'il n'y a pas un qui soit migrant. Simplement, le produit les a isolés. C'est une perte après l'autre, une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Et je me retrouve effectivement fin de droit, machin. Ma famille me tourne à... Ils ont essayé, mais ils en peuvent plus. Ils ne comprennent pas. Donc, je me retrouve tout seul. Et là, ben, ça marche plus. Là, je prends pour oublier parce que je veux plus voir ça. Donc, rupture des liens familiaux, professionnels, bon, les conséquences judiciaires, ça, vous les connaissez. Tu en as bien parlé, Jean-Jacques, donc tous les comportements à risque. Bien fait le fait de rappeler aussi les pailles, parce que souvent on pense injectable. La paille, hyper important, hein. Les partages, c'est classique. Bon, évidemment, une muqueuse nasale, les fractions, sang, et ça, on en trouve fréquemment comme ça, les contaminations. Que je le prenne à l'endroit, non, il est dans ce sens-là, ça doit être celle-là. Prévalence addiction, bon, je vous l'ai dit, ça va y passer très vite et puis il se fait tard. Donc, ouais, 10% quand même pour l'alcool. Vous voyez, 11% sur le cannabis. Alors, je ne suis pas d'accord sur les. Alors, la cocaïne, mes données de date un petit peu, elles datent de 2022. La cocaïne fait son grand renfort. Là, il y en a partout, ça inonde en ce moment. Donc, je pense qu'on peut multiplier les chiffres facilement par deux.
Et puis là où j'attire votre attention, c'est sur les jeunes et addictions, tabac, alcool, mais donc 25%. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a 25% des patients qui régulièrement ont des consommations soit excessives, soit sous forme de binge drinking, donc qui se mettent en risque toutes les semaines. Et c'est toutes ces conduites à risque. C'est à chaque fois qu'il y a ces conduites à risque, perte de maîtrise, perte de contrôle, où je vais prendre le risque effectivement d'une contamination, quelle qu'elle soit. Donc, être vraiment ouais, vigilant chez cette population-là. Le cannabis, oui, ils fument tous. Donc, mortalité, morbidité, on ne va pas en parler. Je ne sais plus, tu m'avais dit, il y en a combien qui se contaminent par minute? Oui, d'accord. Ben, toutes les 6 minutes, il y en a un qui meurt chez moi. Pour vous donner un ordre d'exemple. Je ne sais pas depuis quand a commencé là. Bon, je vais arrêter là parce que je plombe vraiment l'atmosphère. Il y a des petits fours qui nous attendent, hein. Tac, 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 mode de prévalence. Donc, parmi les patients qui sont porteurs chroniques de l'hépatite C, c'est quand même 50-70% qui sont effectivement usagers de drogue. À l'heure actuelle, oui, on voit ça. On retourne un petit peu sur ce que tu nous avais dit, hein. Euh, Hépatite B moins fréquente, mais bon, à s'occuper, effectivement. Accès aux soins en prévention, le programme de réduction des risques, ça, il est hyper important. Il a été très décrié. C'est comme les salles de shoot, les choses comme ça. En gros, c'était on mettait à disposition le matos pour que les gens puissent se droguer, quoi, en quelque sorte. Donc, on facilitait l'accès à tout ça. Maintenant, on était complètement dans ce qu'on appelle la réduction des risques. C'était qu'ils aient tous leur propre matériel, qu'on arrête l'échange de seringues, de pailles, de machins, ces trucs. Ils s'injectent avec des trucs propres dans des endroits où il y avait des compresses stériles. Enfin, on réduise au minimum. De toute façon, les gens qui ne veulent pas arrêter, vous n'allez pas les forcer. Mais au moins, si on peut limiter la casse, eh ben, on va le faire. Encore faut-il expliquer, voilà, pourquoi. Parce que quand ça a été présenté, ça a été un tollé général, hein. Alors que la réduction des risques, on en parle depuis quand même. Ouais, avec le VIH, ça avait commencé déjà. Ça fait 40 ans qu'on en parle. Et nous, en addictologie, on a commencé à en parler il y a 10 ans, à tout casser. Jusqu'à présent, c'était d'abord, c'est à toi de venir vers moi, je n'irai sûrement pas vers toi, hein. Et ensuite, c'était t'arrêtes, je ne m'occupe pas de toi. Génial, pour attirer le client. On était doué, non, oui. Ouais, ouais, j'ai passé 20 ans vachement pépère. Et donc, on a compris que ça ne fonctionnait pas tout à fait comme ça, hein. Donc, il fallait vraiment, oui, il faut aller vers les gens. Il faut... Et puis, on va surtout sur un truc qui s'appelle l'objectif patient. Ce n'est pas mon objectif à moi, hein. Et l'objectif patient, c'est pour l'instant, c'est une réduction. On va sur la réduction. Et si à travers cette première étape de réduction, on peut aboutir à une deuxième étape de réduction, et on va fonctionner comme ça par objectif intermédiaire, jusqu'à arriver à quelque chose qui lui convienne. Et ce qui lui convient, c'est typiquement ce que vous cherchez en éducation thérapeutique. Et j'ai le même terme quand je fais le parcours de l'addiction. euh, Ça s'appelle la qualité de vie. Et c'est ce qu'on recherche tous. Sauf que je ne vais pas passer de là, au fond du trou, à là, je suis au top niveau. Il va y avoir tout un cheminement qui va être amené à se faire, des comportements à se modifier. Euh, Pourquoi on a évolué comme ça? Qu'est-ce qui a pu se passer? Et tout ça, ça va nécessiter un suivi avec les différents intervenants en fonction des problématiques qu'on a. Donc, un suivi qui doit bien sûr être personnalisé. Il n'y a pas une prise en charge qui ressemble à une autre. Et je n'ai malheureusement pas de traitement qui marche et qui guérisse. Pour peu que guérir veuille dire quelque chose. Je préfère être dans le soin que dans la guérison. Le seul que je connais qui guérisse, c'est celui qui va enlever une appendice. Il me paraît que ça ne sert à rien. Là, il va guérir. Effectivement, j'ai pris mon appendice, ça ne sent pas de vie, j'ai plus mal, c'est cool. Moi, j'accompagne. J'accompagne vers un mieux-être. J'essaye d'accompagner vers un mieux-être. Je sais que ça va être quelque chose qui va être long. C'est d'où la nécessité de le faire à plusieurs aussi, parce que seul, on s'essouffle. Et puis, il peut arriver aussi un moment où on a l'impression de ne plus faire avancer le patient, et j'ai ce qu'on appelle un sentiment d'impuissance. Et j'aime pas être impuissant.
C'est pas ma faute, c'est forcément celle du patient. Donc, je vais lui transmettre à lui cette impuissance. Donc, on va être deux dans le même cas. Génial pour avancer. Donc, d'où l'importance de travailler à plusieurs, parce qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Si ça vous intéresse, vous allez sur Internet, vous avez un truc qui s'appelle l'impuissance apprise. C'est comment, en 2 minutes, c'est les 50% de cette ampli à plat. Je l'ai fait passer pour des crétins. Et en 2 minutes, tout le monde redevient intelligent. Et ça s'apprend dans les pays anglo-saxons, notamment au Canada. Ça s'apprend au collège et au lycée. C'est comment ne pas rentrer dans ce piège de l'impuissance apprise. C'est une notion qui est plutôt intéressante. Allez faire un petit tour si vous avez l'occasion. Donc, l'approche clinique du patient, parce que finalement, je parle peu de ça depuis tout à l'heure, hein, mais le reste, c'était pour faire du blabla. Donc, une évaluation initiale, bien sûr, une anamnèse complète, bilan biologique, donc ça fait partie de notre prise en charge. Chercher toutes les comorbidités, chercher toutes les coaddictions. Une prise en charge qui doit être personnalisée, pluridisciplinaire, des traitements médicamenteux, bien sûr, soutien psychologique, soutien sociaux, travailler énormément sur la prévention des risques, donc cette réduction des risques. Le médical, j'aurais pu le barrer. C'est un suivi tout court régulier hein, qu'on va adapter au fur et à mesure pour le patient, avec l'accompagnement social, la réinsertion, permettre l'accès aux soins, remettre les droits sociaux, ça c'est important aussi, tous les programmes de réinsertion, parce que quelqu'un qui, depuis 2, 3, 4 ans, est complètement à la rue et largué, il va falloir que je travaille aussi sur tout ça. Hein. Donc, ça va être travailler sur des centres un petit peu plus longs. Fixer les objectifs qui seront importants. Bon, la relation de confiance, ça c'est pour n'importe quel entretien avec un patient. Hein. Les techniques d'entretien, bon, on y passe. Rester sur les questions ouvertes, ça c'est important. Et les reformulations en utilisant le mobile des patients. Ça c'est vraiment essentiel, mais c'est vrai pour n'importe quel de nos patients. Tout simplement parce que quand je parle d'isolement ou de solitude, ben, vous allez prendre 10 personnes, je vais avoir 10 définitions complètement différentes. Pour quelqu'un, la solitude, ça va être, ben, je suis bien moi quand je suis seul. C'est mon petit moment à moi. Pour l'autre, ça veut dire je suis abandonné. Dans un cas, je suis bien, dans l'autre côté, je déprime. D'où l'importance de bien conserver les mots des gens et de voir ce que ça veut dire avec eux. L'écoute, bien sûr, doit être active. Donc, j'écoute vraiment ce que dit les patients. Je me répète, mais c'est vraiment hyper important entre ce que j'écoute. La différence entre écouter et entendre est très importante. De l'empathie et pas de la compassion. Hein. Je ne veux pas me mettre à pleurer avec mon patient, sinon ça ne va pas marcher. Hein. Ou alors, si vous en êtes là, il faut sortir de la pièce, on arrête l'entretien, au revoir, et puis aller faire un petit tour, ressourcez-vous, et il reviendra un petit peu plus tard. Fixer les objectifs et toujours des objectifs patients. Par contre, si le patient veut m'emmener sur un truc qui est complètement farfelu, je lui dirais non, moi je ne peux pas vous accompagner, je vais vous trouver quelqu'un d'autre pour vous suivre, mais je n'irai pas. Si vraiment j'estime que l'objectif ne marche pas, je ne vais pas le suivre là-dessus. Et le soutien, bien sûr, au long terme, on va partir sur encore une fois, sur des prises en charge qui vont durer 1, 2, 3 ans. Et puis, pas, après, on dépend. Dépendance au thérapeute qui se met en place. Hein. Bon, ben, c'est bon là maintenant, ça fait 10 ans là. Hein, on ne se revoit pas. Ah, dans 6 mois, docteur. Hein. Bon, c'est ça. Quand les moments où ils en sont là, c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y a ces différentes pathologies. Si on veut éviter le plus possible que les gens se réinfectent, eh ben, il va falloir comprendre pourquoi ils font les choses. Et donc, travailler ensemble est essentiel. Merci beaucoup.